Pour comprendre comment un aristocrate devenu meurtrier a réussi à devenir l'un des plus grands compositeurs de la période tardive de la Renaissance, il est essentiel de revenir 24 années en arrière, à un petit bourg situé dans le sud de l'Italie. C'est là, dans une famille d'un des clans les plus puissants du royaume de Naples, qu'est né un garçon inattendu. Carlo vit le jour le 30e mars de l'année 1566 à Venose, une ancienne ville de la province de Potenza, à l'endroit où les collines de la Basilicate méridionale se fondent dans les plaines poussiéreuses. Sa famille possédait ces terres depuis le milieu du XVe siècle. Le titre de comte de Conza avait été accordé à son arrière-grand-père, Sansone II, tandis que son père, Fabrizio II, avait reçu du roi d'Espagne, Philippe II, le titre de prince de Venose après avoir épousé Geronima Borromeo, la nièce même du pape Pie IV. La mère de Carlo était la sœur de Carlo Borromeo, un futur saint qui sera canonisé en 1610. Nephew du pape, parent d'un saint, héritier d'un des plus grands domaines du sud de l'Italie, il semblait que toutes les voies étaient ouvertes devant cet enfant. Cependant, Carlo était le 12e fils. Dans les familles aristocratiques du XVIe siècle, les seconds fils n'avaient pas d'importance. Ils étaient une sorte de sécurité, au cas où l'aîné viendrait à disparaître. Une réserve vivante. Un individu sans véritable destin. Venose, où il naquit, n'est ni Naples ni Rome. C'est un petit bourg à la frontière entre la Basilicate et les Pouilles, coincé entre montagnes et vallées, avec un château aragonais du XVe siècle que Gesualdo, le père, transforma d'une forteresse militaire en résidence familiale. La ville occupe l'emplacement de l'ancienne colonie romaine de Venusia, où naquit le poète Horace, et les habitants se rappellent encore cela avec une fierté qui semble démesurée par rapport à la taille de leur ville. Au XVIe siècle, Venose comptait quelques milliers d'habitants, vivant principalement de l'agriculture avec des vignobles et des oliveraies. La cour de Gesualdo était le seul foyer culturel dans un rayon de plusieurs dizaines de kilomètres. C'est précisément ici, dans ce coin provincial, sous les murs du château offrant une vue sur les collines infinies du sud de l'Italie, que le jeune Carlo entendit pour la première fois de la musique. Et il décida alors que rien d'autre ne lui importait. Son père, Fabrizio II, était lui-même un homme cultivé. Des écrivains et des savants fréquentaient sa cour. Il constituait une bibliothèque et soutenait les arts. Mais le père comprenait ses obligations envers sa lignée, ce que Carlo ne comprenait pas. Son aîné, Luigi, était le principal héritier. Il allait devoir prendre les titres, administrer les terres et perpétuer la lignée. À Carlo, en revanche, on préparait une carrière ecclésiastique, un destin classique pour le cadet d'une maison noble. On prévoyait de l'envoyer à Rome, de lui donner une soutane et de l'oublier. Cependant, au lieu de se tourner vers les prières en latin, dès son plus jeune âge, le garçon se passionna pour le luth. Selon les chroniqueurs de l'époque, le jeune Carlo ne montrait d'intérêt pour rien d'autre que la musique. Il apprenait à jouer du luth, du clavecin et de la guitare. Il eut pour enseignants les meilleurs musiciens napolitains de son temps, Pomponio Nenna, Scipione Stella et Ascanio Maione. À ses côtés se forma une véritable académie. Des compositeurs tels que Giovanni de Mac, Scipione Dentice et le luthiste Ettore della Marra. Un jeune homme issu d'une famille noble ne se contentait pas de jouer de la musique. Il s'y plongeait complètement, jusqu'à perdre tout contact avec le monde extérieur. En 1585, alors qu'il était âgé de 19 ans, il publia son premier ouvrage. Cependant, à cette époque, sa vie avait déjà connu un drame qui allait tout bouleverser. En 1584, son frère aîné, Luigi, perdit la vie. La mort fut soudaine et les circonstances demeurent obscures. Certains historiens, notamment le musicologue Robert Greenberg, avancent l'hypothèse que Carlo aurait pu être impliqué dans le décès de son frère afin de pouvoir hériter de la fortune familiale et des titres. Bien qu'il n'existe pas de preuves directes à cet égard, et que des œuvres académiques, comme celle de Glenn Watkins intitulée « Gesualdo, l'homme et sa musique » ou les recherches de Catherine Deutsch ne soutiennent pas cette thèse, le simple fait que cette version circule et n'ait pas été réfutée
en dit long sur la réputation qui allait entourer Carlo Gesualdo dans les années à venir. Mais pour l'heure, en 1584, cet homme de 18 ans se retrouvait soudainement héritier d'une des plus grandes fortunes du sud de l'Italie. Sa carrière ecclésiastique était désormais un lointain souvenir. Il avait besoin d'une épouse et d'un héritier. C'est alors qu'une femme entra en scène, sans laquelle cette histoire n'aurait pas eu lieu. Maria d'Avalos, fille de Carlo d'Avalos, prince de Montesarchio, et de Sveva Gesualdo, la tante de notre protagoniste. Effectivement, Maria était la cousine de Carlo, mais dans les familles aristocratiques du XVIe siècle, cela était considéré comme un atout. Le sang restait dans la lignée. Maria n'était pas simplement une fiancée. Elle était, et ce n'est pas une exagération, l'une des plus célèbres beautés de son époque. L'ambassadeur vénitien à Naples la qualifiait dans ses écrits de plus belle femme de Naples. Un auteur anonyme dans un manuscrit intitulé « La couronne », qui nous est parvenu en 36 copies, décrivait sa beauté comme « telle que les hommes en perdaient la raison ». Mais il y avait un détail que Carlo, peut-être, avait sous-estimé. Lors de leur mariage en 1586, Maria avait environ 24 ans et avait déjà enterré 2 maris. Le premier, Federico Carafa, marquis de San Lucido, serait mort selon les rumeurs alors qu'ils étaient ensemble. Que ce soit d'une crise cardiaque, d'une maladie ou d'une autre cause, l'incertitude planait, mais les commérages se répandirent immédiatement. Son second mari, Alfonso Gesualdo, ne survécut pas longtemps non plus. Maria était veuve 2 fois avant d'atteindre 24 ans, et à Naples, elle était regardée avec un mélange d'admiration et d'horreur superstitieuse. Naples au XVIe siècle était une ville où les rumeurs régnaient en maître. Capitale du vice-royaume espagnol, elle était remplie d'aristocrates, de religieux, de marchands et d'espions. Une ville où chaque maison noble était comme un petit État avec sa propre armée, ses intrigues et son réseau d'espionnage. Les liens entre familles étaient si étroits que tout scandale devenait rapidement l'affaire de tous. Une femme ayant enterré 2 maris dans des circonstances mystérieuses, tout en maintenant sa réputation de première beauté, n'était pas simplement une fiancée. Elle était une véritable bombe à retardement. Et Carlo Gesualdo, alors âgé de 20 ans au moment de leur mariage, accueillit cette bombe dans sa maison. Il est tombé amoureux. Il était envoûté par sa beauté. Du moins, cela a duré les premiers mois. Puis, comme cela arrive souvent avec les individus qui n'ont qu'une seule passion véritable, il a fini par se détourner de cette relation pour revenir à ce qu'il aimait réellement. Le mariage a eu lieu en 1586. Peu de temps après, Marie a donné naissance à un fils qui a été prénommé Emmanuel. Un héritier était né et le devoir était accompli. C'est à ce moment que les choses ont pris un tournant intéressant, car Carlo a fait ce qu'il ne fallait absolument pas faire. Il est revenu à la musique. Entièrement, sans réserve. Selon les témoignages de ses contemporains, le prince de Venosa a perdu tout intérêt pour sa femme après la naissance de leur fils. Un chroniqueur le décrit comme un homme indifférent, peu attrayant et obsessionnel dans ses habitudes, dont la seule passion est la musique, et non sa femme. Carlo s'enfermait dans ses appartements avec sa luth et ses partitions. Il invitait des musiciens, organisait des concerts pour lui-même, et passait des heures à discuter du contrepoint avec Pomponio Nenna. Marie, la plus belle femme de Naples, était mariée à un homme qui semblait l'ignorer. Imaginez cette scène. Le sombre palais de San Severo, sur la plage de San Domenico Maggiore, en plein cœur de Naples, avec des soirées d'été étouffantes, la baie scintillant derrière les toits en tuiles, tandis qu'une jeune femme, habituée à l'admiration, reste seule, écoutant les sons de la lutte qui proviennent des portes fermées. Cela ne pouvait pas durer éternellement. Et d'ailleurs, cela ne dura pas. Si vous avez déjà entendu de la musique classique qui ne ressemblait pas à quelque chose de calme et de beau, mais plutôt à un cri de douleur, n'hésitez pas à commenter ce que cela a été. Car par la suite, dans cette histoire, la musique et la douleur vont s'entrelacer de telle manière qu'il sera impossible de les dissocier. Lors d'une réception de l'aristocratie napolitaine, Marie a rencontré un homme qui était tout ce que son mari n'était pas. Fabrizio Carafa,
troisième duc d'Andria et septième comte de Rouvo, était, selon les descriptions de ses contemporains, un modèle de beauté masculine. On l'appelait même l'archange. Grand, bien bâti, sûr de lui. Il a acquis le duché d'Andria auprès du gouvernement napolitain pour une somme de 100 000 ducats, une somme qui à l'époque aurait permis de maintenir une petite armée. Fabrizio était également marié et avait 4 enfants, mais cela ne semblait guère le déranger. Ce qu'il n'avait peut-être pas anticipé, c'était que le musicien maigre et réservé, pour lequel Marie avait épousé, serait capable de choses que personne n'aurait soupçonnées. L'histoire d'amour entre Marie et Fabrizio a commencé rapidement et a duré près de 2 ans. Les amants ont soudoyé des serviteurs pour garder leur secret. Marie accueillait le duc dans ses appartements du palais de San Severo. Ce même palais appartenant à la famille San Severo, le beau-père de Fabrizio. L'ironie était cruelle. Il faisait l'amour dans une maison qui appartenait à sa propre famille. Les serviteurs murmuraient, les femmes de chambre se lançaient des regards complices, et les palefreniers remarquaient que le duc d'Andria se rendait trop souvent au palais, et chaque fois, il s'en allait aux premières lueurs du jour. Naples est une ville où il est impossible de cacher quoi que ce soit. Elle est trop petite, trop bruyante, trop curieuse. Les palais se dressent côte à côte, les fenêtres donnent sur des cours communes, et ce qui se passe derrière des volets clos devient tôt ou tard sujet de conversation sur le marché au bord de la baie. Un chroniqueur anonyme, auteur de la manuscrit intitulé « La Couronne », qui se consacre à cette histoire, décrit la société napolitaine comme un organisme où chaque nerf est interconnecté. Toucher une corde entraîne la vibration de toutes les autres. Maria, cependant, ne cherchait pas vraiment à se cacher. Selon le même chroniqueur, elle ne dissimulait pas tant sa passion, mais plutôt en jouait, comme une femme qui s'est habituée à ce que les hommes obéissent à sa volonté et ne voit pas de raison de changer ses habitudes. Tout Naples était au courant de cette liaison, à l'exception de Carlo. Ou, du moins, Carlo faisait semblant de ne rien savoir. Cet homme, pour qui seule la musique comptait, ne remarquait pas l'évidence. Mais cette cécité avait une date d'expiration qui arriva lorsque l'oncle de Carlo, Don Giulio Gesualdo, entra en scène. Selon une des versions, Don Giulio avait lui-même tenté de séduire Maria et avait été rejeté. Offensé par ce refus, il décida de se venger de la manière la plus subtile. Non pas contre elle, mais à travers elle. Don Giulio informa son neveu de ce que tout le monde en ville savait déjà. La réaction de Carlo, selon les chroniques, fut glaciale. Il ne provoqua pas de scandale. Il ne demanda pas d'explication. Il ne se précipita pas vers sa femme avec des accusations. Au lieu de cela, il commença à élaborer un plan. Lorsque Fabrizio apprit que la liaison avait été révélée, il suggéra à Maria de laisser les choses se calmer, de patienter, de se cacher. Maria lui répondit par des mots qui ont été conservés dans plusieurs chroniques. Si lui voulait se cacher, alors il ne méritait pas d'être un chevalier. Elle refusa d'arrêter leur rencontre. Fabrizio, blessé dans son orgueil, continua de lui rendre visite. Ils convinrent même, selon l'un des manuscrits, de former une sorte de pacte. S'ils étaient découverts, ils étaient prêts à mourir ensemble. Ces mots se révélèrent prophétiques. Cependant, la mort ne vint pas sous la forme d'un duel honorable ou d'une fin romantique. Elle se présenta sous la forme d'un poignard, d'un pistolet et de 3 mercenaires dans un couloir sombre. Le 16e octobre de l'an 1590, Carlo Gesualdo annonça à sa femme qu'il partait à la chasse et qu'il reviendrait dans 2 jours. C'était un mensonge. La chasse était un appât. Le plan était minutieusement conçu. Carlo avait préalablement convenu avec les serviteurs que toutes les portes du palais resteraient déverrouillées. Il ordonna aux palefreniers de préparer les chevaux pour la nuit, afin de créer l'illusion d'un départ. D'après certains témoignages, il emporta même des chiens et sortit par les portes. Mais il ne s'éloigna pas au-delà du premier virage. Là, il descendit de cheval, remit sa monture à un serviteur et retourna au palais à pied, par une sortie dérobée. Fabrizio arriva ce même soir, comme d'habitude, par l'entrée latérale.
Il ignorait que le piège s'était déjà refermé. Maria l'attendait dans sa chambre au 2e étage. Le palais de San Severo est un bâtiment immense, construit au XIVe siècle avec des murs épais, des couloirs étroits et des escaliers en pierre où le son se propage comme dans un tuyau. Chaque pas est audible, chaque grincement de porte. Carlo attendait en bas, dans l'une des pièces latérales, à l'écoute. Vers 6 heures du soir, soit environ minuit selon notre horloge, il monta les escaliers du Palazzo San Severo, accompagné de 3 hommes armés. La porte de la chambre de Maria était fermée de l'intérieur. Carlo la frappa. Ce qui se produisit ensuite est consigné dans le rapport d'examen judiciaire établi par une délégation de fonctionnaires napolitains le lendemain matin. Ce document n'est pas un résumé, ni une légende, ni une adaptation littéraire. C'est un texte juridique brut, et c'est précisément cette sécheresse qui le rend si terrifiant. Au sol se trouvait Fabrizio Carafa. Il portait une chemise de nuit. Son corps présentait de multiples blessures par arme blanche, ainsi que plusieurs impacts de balles, notamment à la tête et aux 2 bras. Maria était allongée sur le lit, également vêtue d'une tenue de nuit. Sa gorge avait été tranchée. Son corps était couvert de coups de couteau. Le procès-verbal fait état de blessures étendues sur les corps des 2 victimes, une formulation qui cache une réalité que les chroniqueurs de l'époque décrivent de manière plus explicite. Les corps avaient été mutilés. Les témoins ont rapporté que Carlo était sorti de la chambre, puis était revenu car, selon ses propres mots, il n'était pas sûr qu'il soit mort. Ce qu'il a fait en revenant est décrit de manière très succincte dans le procès-verbal. Mais les déclarations des domestiques indiquent qu'il a infligé encore quelques coups. D'après le chroniqueur, cela s'est produit déjà après que toute vie avait quitté les 2 corps. Certaines sources affirment qu'ensuite, les corps, nus et mutilés, ont été retirés à l'extérieur et exposés à l'entrée du palais, à la vue de tous. La véracité de cette information est sujette à débat. Certains historiens considèrent cet épisode comme un embellissement ultérieur, tandis que d'autres, y compris Robert Greenberg, l'acceptent comme un fait avéré. Arrêtons-nous un instant. Octobre à Naples est encore une période chaude. La place San Domenico Maggiore, qui fait face à la façade du palais, était l'un des principaux carrefours de la ville en 1590. Le matin, des marchands de poissons venant de la baie, des moines du monastère voisin et des épouses d'artisans portant des paniers de légumes y apparaissaient. Et ce matin-là, le 17 octobre, ils ont aperçu sur les marches du palais quelque chose qui a fait perdre connaissance à certains, selon les témoignages. La nouvelle s'est répandue à Naples en quelques heures. Dans la soirée, toute la ville parlait du double meurtre. Et maintenant, voici le plus incroyable. Le tribunal Gran Corte della Vicaria, la plus haute instance judiciaire du royaume napolitain, a statué. Carlo Gesualdo n'avait pas commis de crime. Cette formulation peut sembler étrange à nos oreilles, mais dans le contexte des codes d'honneur aristocratiques de la noblesse espagnole du XVIe siècle, à une époque où Naples faisait partie de l'Empire espagnol, tuer une épouse infidèle était considéré non seulement comme un droit, mais aussi comme un devoir pour un noble. Ne pas tuer aurait signifié s'attirer un déshonneur irréparable. Carlo a agi selon les attentes de la société. Le tribunal a clos l'affaire. Formellement, il n'y avait pas de crime. Cependant, les familles de Maria et Fabrizio n'étaient pas aussi indulgentes. Les Davalo et les Carafa disposaient de leurs propres armées et désiraient venger leurs proches. Carlo s'est enfui de Naples vers le château familial de Gesualdo, une forteresse perchée au sommet d'une colline dans la province d'Avellino, au cœur des montagnes d'Irpinia. Là, il ne pouvait pas être atteint. Le chemin de Naples à Gesualdo est d'environ 100 km vers l'est, à travers les cols des Apennins, en passant par les vignobles d'Irpinia et les châtaigneraies. Au XVIe siècle, ce trajet prenait 2 jours à cheval. Carlo l'a probablement effectué plus rapidement. La peur des familles des victimes le poussait, mais il y avait aussi quelque chose d'autre qui ne pouvait encore nommer. La famille Carafa, à laquelle appartenait Fabrizio, était l'une des plus puissantes du royaume de Naples. Leur armée privée comptait des centaines de soldats. Les Davalos, parents de Maria, étaient tout aussi influents. Parmi leurs ancêtres se trouvait un commandant de l'armée espagnole et un vice-roi de Sicile.
Ces personnes ne pardonnaient jamais les offenses, même si la justice avait déclaré le meurtre légal. Il existe des témoignages, notamment rapportés par Robert Greenberg, selon lesquels Carlo, apprenant les intentions de son beau-père de se venger, aurait pu organiser son propre assassinat. Bien qu'il n'y ait pas de preuves directes, le nombre de décès entourant Carlo Gesualdo à l'âge de 30 ans est impressionnant, même pour le contexte sanglant du XVIe siècle. Sa femme, l'amant de sa femme, peut-être même son propre enfant, son beau-père ou encore son frère aîné. Si ne serait-ce que la moitié de ces faits est avérée, nous ne faisons pas face à un homme submergé par ses émotions, mais à un tueur en série issu de la haute aristocratie. Là, derrière les murs épais, au sommet balayé par les vents, commença le deuxième acte de cette histoire. Et cet acte allait changer l'histoire de la musique pour toujours, bien que personne, pas même Carlo, ne pouvait l'imaginer à l'époque. Le château de Gesualdo se dresse à environ 600 mètres d'altitude sur un promontoire d'une chaîne de montagnes qui traverse toute la province d'Avellino. De cet endroit, on peut admirer la vallée de la rivière Fredane, verte au printemps, brûlée par le soleil en été et enveloppée de brouillard en automne. Aux alentours, on trouve des forêts de châtaigniers, des vignes, ainsi que quelques villages peuplés de quelques centaines d'habitants. Le silence qui règne dans ces montagnes durant la nuit est total, implacable, vibrant. C'est dans cette tranquillité que Carlo commença à percevoir une musique qui n'existait pas. Au cours des premiers mois passés au château, il se serait retrouvé dans un état que l'on qualifierait aujourd'hui de réaction aiguë au stress, selon les chroniqueurs de l'époque. Il restait enfermé dans ses appartements, refusait de recevoir des visiteurs et mangeait à peine. Les serviteurs qui lui apportaient à manger l'entendaient converser avec lui-même, ou peut-être avec Maria, avec Fabrizio, ou encore avec quelqu'un d'autre que lui seul pouvait voir. Puis, peu à peu, il commença à jouer. D'abord, il interpréta des œuvres d'autres compositeurs, des pièces qu'il connaissait par cœur. Ensuite, il se mit à créer ses propres compositions. La luth était son premier interlocuteur au-delà des murs du château, tandis que le clavecin devenait le second. Carlo remplissait le silence de sons, à l'instar d'un blessé qui presse une étoffe contre sa plaie, non pas pour guérir, mais pour ne pas se vider de son sang sur le moment. C'est ici, durant ses premiers mois d'exil, qu'un schéma se dessina, un schéma qui allait définir le reste de sa vie. La musique comme unique anesthésie. Elle était le seul rempart entre lui et l'abîme. Quand il ne composait pas, ne jouait pas, ne écoutait pas, tout le reste revenait. Le sang sur les murs de la chambre, le râle agonisant de Fabrizio, le corps de Maria qu'il avait vu à 2 reprises, lorsqu'il avait tué et quand il était revenu pour vérifier. Mais avant d'aborder ce qui s'est passé après le meurtre, il est important de mentionner un autre point. Une rumeur qui poursuivit Gesualdo jusqu'à la fin de sa vie et qui, si elle s'avère vraie, assombrit encore davantage son histoire. Plusieurs sources, y compris le livret de l'opéra d'Alfred Schnittke, Gesualdo, de 1993, basé sur des faits historiques, indiquent qu'après avoir tué sa femme et son amant, Carlo aurait également tué son enfant en bas âge avec Maria. La raison ? Selon lui, l'enfant ne lui ressemblait pas, mais plutôt à Fabrizio. Il n'existe aucune preuve documentaire à cet égard, ni dans les procès-verbaux, ni dans les chroniques. C'est l'un de ces faits qui se situe à la frontière entre l'histoire et le mythe. Cependant, le simple fait que ses contemporains aient jugé cette rumeur suffisamment crédible pour la transmettre de génération en génération montre comment ceux qui vivaient à ses côtés percevaient Gesualdo. Ils ne le voyaient pas comme un mari brisé qui, dans un accès de colère, avait tué sa femme infidèle, mais plutôt comme un homme capable d'une violence froide et calculée. En 1591, le père de Carlo décéda et le jeune meurtrier devint officiellement prince de Venosa. Cet aristocrate de 25 ans, avec 2 ou peut-être 3 victimes à son actif, était déjà connu comme l'homme le plus scandaleux du royaume de Naples, possédant une fortune dont d'autres monarques auraient pu rêver. Il passa 3 années dans son château, sans presque jamais quitter ses murs. 3 années marquées par la musique, la solitude
et ce que nous appellerions aujourd'hui un trouble de stress post-traumatique, bien qu'au XVIe siècle, il n'y avait ni mot ni remède pour cela. La seule chose qui l'empêchait de sombrer dans la folie complète était la composition musicale. Il écrivait sans relâche, pas pour le public, ni pour la gloire, mais pour lui-même. L'histoire aurait pu s'arrêter là, si un autre élément n'était pas intervenu. Carlo avait besoin d'une nouvelle épouse. Non pas parce qu'il désirait l'amour, mais parce qu'il avait besoin d'un héritier. Son premier fils, Emanuele, avait survécu, mais Carlo avait besoin d'une alternative. C'était ainsi que fonctionnait la logique aristocratique. En 1594, l'un des hommes les plus influents d'Italie prit les choses en main. Alfonso II d'Este, duc de Ferrare, cherchait désespérément un moyen de sauver son duché d'une cession au pape. N'ayant pas d'héritier direct, il souhaitait renforcer sa position par un mariage dynastique. Sa cousine, Eleonora d'Este, était le choix idéal. Et Gesualdo, malgré sa mauvaise réputation, restait l'un des aristocrates les plus riches et les plus titrés du Sud. L'accord était simple. Carlo obtient une épouse provenant d'une des familles les plus nobles d'Italie et un accès à la cour de Ferrare. Eleonora obtient le titre de duchesse et la liberté vis-à-vis du vieux duc. Aucun d'eux ne nourrissait d'illusions. C'était une union d'intérêts et non de sentiments. Le mariage eut lieu le 21 février 1584 à Ferrare, et les festivités furent grandioses. Un tournoi chevaleresque, un banquet avec 23 plats, de la musique et des danses. Carlo se montra courtois, réservé et totalement indifférent à sa fiancée. Ce qui l'intéressait, c'était tout autre chose. À la fin du XVIe siècle, Ferrare était l'une des capitales musicales de l'Europe. La cour d'Este avait pendant des siècles invité les meilleurs compositeurs de tout le continent. Et au moment de l'arrivée de Carlo, un homme travaillait ici, pour qui il avait en réalité accepté ce mariage. Luzzasco Luzzaschi, l'un des compositeurs les plus novateurs de l'époque, maître du madrigal chromatique. Carlo était avide de le rencontrer, comme un étudiant désireux d'apprendre auprès d'un grand professeur. Luzzaschi était une légende vivante. Organiste à la cour d'Este, virtuose ayant découvert les secrets de Nicola Vicentino et de son archisambalo, ce clavecin à quart de ton dont on disait qu'il possédait des propriétés quasi surnaturelles. Luzzi a composé des madrigaux dans lesquels le chromatisme était utilisé avec une audace mesurée mais constante. Il a publié des œuvres pour 3 sopranos, nécessitant une virtuosité si exceptionnelle que seules quelques chanteuses pouvaient les interpréter. Carlo écoutait, absorbait et apprenait. Il assistait aux répétitions, s'installait dans un coin de la salle, prenait des notes, puis regagnait sa chambre pour composer. Selon les souvenirs de ses contemporains, il pouvait passer des nuits blanches à travailler sur un seul fragment, réorganisant les voix, modifiant les intervalles, essayant différentes séquences d'accords, jusqu'à ce qu'il trouve le son unique qu'il percevait en lui. Cependant, Luzzi n'était pas le seul trésor de Ferrare. Il y avait aussi le célèbre « Concert des femmes », 3 chanteuses virtuoses pour lesquelles les meilleurs compositeurs italiens écrivaient des pièces. Ces 3 femmes, Laura Peverara, Anna Guarini et Livie d'Arco, n'étaient pas de simples interprètes. Elles étaient les stars du rock du XVIe siècle. Leur renommée dépassait largement les frontières de Ferrare, et leur voix était décrite comme surhumaine, dans le sens le plus élogieux, tandis que les compositeurs rivalisaient pour le droit de composer pour elles. Lorsque Carlo Gesualdo, meurtrier, prince, génie, eut accès à cet ensemble, c'était comme si un réalisateur moderne avait la possibilité de travailler avec les meilleurs acteurs du monde en même temps. D'après sa lettre datée du 25 juin 1584, Carlo commença à écrire des œuvres spécifiquement pour ce groupe. L'homme qui, 3 ans auparavant, avait ensanglanté la chambre de sa femme, composait maintenant de la musique pour 3 voix féminines. Une musique d'une telle tendresse et complexité qu'elle plongeait les auditeurs dans un silence respectueux. Si ce n'est pas de la folie, qu'est-ce alors? À Ferrare, Carlo a connu une explosion créative. Ses 2 premiers livres de madrigaux furent publiés par l'imprimerie ducale en 1584. Le 3e parut en 1585 et le 4e
en 1586. Les premiers volumes avaient encore une sonorité relativement traditionnelle, une belle polyphonie, des lignes vocales élégantes, des textes mis en musique de manière habile et sans surprise. Mais dès le troisième livre, quelque chose de singulier commença à émerger. Un musicologue contemporain du blog Naxos décrit la découverte du troisième livre, le madrigal « Ô amour éternellement cruel », comme quelque chose qui transcende l'audacieuse harmonie et s'approche des clusters tonales apparus bien avant leur temps. Entre les deux premiers livres et les derniers, il y eut 15 années de silence, d'obscurité et d'autodestruction. Mais ce détail, gardez-le en mémoire, reviendra plus tard et s'avérera crucial. 4 livres en 3 ans, un rythme inimaginable pour tout compositeur de cette époque. Palestrina, le plus prolifique des contemporains de Carlo, publiait ses œuvres avec un intervalle de plusieurs années. Lassus travaillait plus lentement. Monteverdi mettait des années à achever chaque recueil. Et Carlo produisait livre après livre, comme s'il était pressé, comme s'il sentait que sa fenêtre d'opportunité se refermerait bientôt. Et il avait raison. Cette fenêtre se ferma en 1587, lorsque le duc Alfonso mourut, que Ferrare fut cédé au pape et que tout cet éclat musical, l'imprimerie, le concert des femmes, l'Uzzi, les soirées au palais ducal, s'effondra, tel un décor après un spectacle. Carlo est rentré dans son château, emportant avec lui 4 livres publiés, quelques manuscrits inachevés, une épouse qui commençait à le détester. La période ferraraise n'a duré que 3 ans, mais durant ce laps de temps, Carlo a accompli plus que de nombreux compositeurs au cours de leur existence entière. Plus important encore, il a réussi à percevoir des choses qu'il n'avait jamais entendues auparavant, non pas dans la musique des autres, mais dans sa propre imagination. Cette voix chromatique, qui n'était qu'un léger murmure dans son 3e livre, s'est exprimée avec force dans le 4e. Carlo quittait Ferrare non seulement en tant que compositeur, mais également comme un homme ayant trouvé sa propre voix. Et il lui restait maintenant 15 années de silence pour perfectionner cette voix. En attendant, Carlo profitait de l'atmosphère de Ferrare. Il était entouré de musiciens, d'instruments, de chanteuses et d'une imprimerie prête à publier ses partitions. À ses côtés se trouvaient des collègues partageant le même langage, celui du contrepoint et de la chromatique. Cependant, son épouse n'était pas à ses côtés. Quelques mois après leur mariage, Carlo quitta Ferrare sans Éléonore et ne revint pas pendant 7 mois. Puis il revint, mais pour une courte durée. Il repartit encore une fois. Cela devint un schéma, des absences prolongées, des séparations que Éléonore supportait avec de plus en plus d'amertume. Selon les témoignages de ses contemporains, Carlo était abattu chaque fois qu'il se consacrait à quelque chose qui n'était pas la musique. La musique était son unique anesthésiant. Tout le reste, sa femme, ses obligations, ses titres, sa vie sociale, lui apportaient un profond ennui, souvent teinté d'agressivité. Et sa femme fut la première à ressentir cette agressivité sur elle-même. Si vous êtes intéressé par les aspects sombres des grands musiciens, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Car par la suite, les personnages seront encore plus fascinants et les histoires encore plus imprévisibles. Éléonore d'Este n'était pas Maria d'Avalos. Elle ne brillait pas par sa beauté, n'avait pas d'amant et ne défiait pas son mari. Elle se contentait de supporter. D'après des documents découverts par des chercheurs au début du XXIe siècle, Carlo battait physiquement Éléonore. Il lui était infidèle, l'ignorait et la laissait seule pendant des mois. En 1597, Éléonore finit par rejoindre son mari au château de Gesualdo, à contre-cœur, plutôt sous la pression de sa famille que par désir personnel. Le château de Gesualdo se dresse au sommet d'une colline surplombant la vallée de la rivière Fredane. C'est un édifice sombre et imposant en pierre grise, que Carlo a transformé d'une forteresse défensive en résidence. Il y a investi des sommes considérables. Il a fait appel à des architectes, aménagé des appartements et créé un bureau pour composer sa musique. Cependant, le confort n'est pas vraiment ce qui caractérise le château de Gesualdo.
Le vent provenant des Apennins y souffle à travers. La grande ville la plus proche, Avellino, est à 1 heure de route par des chemins montagneux. Et durant l'hiver, il fait froid, humide et désespérément solitaire. C'est ici qu'Éléonore se retrouva enfermée avec un homme qu'elle, selon toutes les sources, détestait. En 1597, le duc Alfonso II mourut et le pape, soutenu par une armée, prit Ferrare au clan d'Este. Carlo perdit son principal protecteur et allié. Il n'avait nulle part où retourner. Et Éléonore, arrachée à sa famille et à la cour, se retrouva seule avec lui dans ce château montagnard. Carlo, ayant perdu l'environnement stimulant de Ferrare, a décidé de créer une sorte d'ensemble de cour chez lui. Avec ses propres fonds, qui étaient considérables, il a engagé des musiciens et des chanteurs virtuoses, vivant dans son château et jouant sa musique. Exclusivement sa musique. Il ne laissait entrer aucun autre compositeur, sauf quelques rares exceptions. Pomponio Nenna, son ancien professeur et ami, continuait d'échanger avec lui et avait adopté de nombreux éléments de son style. Cependant, peu de personnes se rendaient personnellement au château de Gesualdo. Ce lieu était devenu à la fois une salle de concert et une prison. Les musiciens ne jouaient que pour un seul auditeur, Carlo lui-même. C'était un théâtre privé d'un homme tourmenté, où résonnait la musique la plus avant-gardiste d'Europe, alors qu'aucune âme vivante au-delà des murs du château n'en avait connaissance. Mais ce n'était que le début d'un véritable cauchemar. Carlo entretenait 2 maîtresses, Aurelia et Polysandra. Les chroniques décrivent de manière fragmentaire et avec un évident dégoût ce qui se passait entre le prince et ces 2 femmes derrière les murs du château. Des expressions telles que « sa proximité avec elle était devenue si lourde, extrême et répugnante », une citation d'une des sources, laissent entrevoir des choses qui, même selon les normes du XVIe siècle, franchissaient les limites de la décence. Éléonora ne put supporter cela. Elle accusa les 2 femmes de sorcellerie, affirmant qu'elles utilisaient la magie et des potions pour séduire son mari. L'accusation de sorcellerie au XVIe siècle n'était pas une simple métaphore, c'était une condamnation à mort. Un procès fut organisé et les 2 femmes avouèrent leur tort. Selon la logique de la loi, elles devaient être brûlées sur le bûcher. Cependant, Carlo, usant de son pouvoir princier, intervint. Aurelia et Polysandra furent condamnées à être enfermées dans le château de Gesualdo. En d'autres termes, elles allaient vivre sous le même toit que le prince. Éléonora se trouva dans une situation difficile à décrire sans un brin d'humour noir. Elle avait obtenu un verdict de culpabilité contre ses rivales et en conséquence, elles furent installées dans son propre foyer. Pour toujours. Afin que son mari puisse continuer à profiter de la compagnie simultanée des 2 femmes, comme le formule un historien sur le site Interlude. En l'an 1600, Carlo et Éléonora accueillirent leur 2e enfant, un fils, qu'ils nommèrent Alphonse. Ce prénom avait été choisi en hommage au défunt duc Alfonso d'Este, un geste à la fois diplomatique et sentimental. Carlo se souvenait de Ferrare comme du seul endroit où il avait été presque heureux. Alphonse devint pour lui bien plus qu'un simple héritier. D'après quelques témoignages, Carlo avait une tendresse pour son plus jeune fils qui ne manifestait envers personne d'autre, ni envers sa femme, ni envers son premier fils Emmanuel, qui vivait loin de lui. Carlo jouait de la luth pour le petit Alphonse. Il avait commandé un petit clavecin pour la chambre de l'enfant, un jouet certes, mais accordé. Selon les souvenirs d'un des serviteurs, il passait parfois des soirées entières près du berceau, chantant des mélodies à l'enfant, qu'il notait et révisait sur le champ, comme si même une berceuse ne pouvait être simplement une berceuse, elle devait être parfaite. Le petit Alphonse décéda en octobre de la même année, à peine âgé de 5 ans. La cause de sa mort n'est pas précisée dans les sources. La mortalité infantile au XVIe siècle était terriblement élevée, et les chroniqueurs ne jugeaient pas toujours nécessaire de documenter les diagnostics. Pour Carlo, cela marquait un point de non-retour. Quoi qu'il ait pu le maintenir à la limite de la raison jusqu'alors, la musique, les maîtresses
les vestiges de ses relations sociales. Tout s'était maintenant écroulé. Il semblait tenir pour responsable Éléonore, ou Dieu, ou sa propre personne, ou même tous en même temps. Selon les témoignages, après la mort de l'enfant, les violences se sont intensifiées. Éléonore avait tenté plusieurs fois de demander le divorce, mais à chaque fois, elle revenait. Une impuissance acquise, comme le diraient les psychologues contemporains. Femme du XVIe siècle, sans ressources propres, mariée à un prince dont les parents incluaient un saint, où pouvait-elle aller? Elle sollicitait de l'aide auprès de ses proches de la maison d'Este, mais eux, ayant perdu fait rare et affaiblis sur le plan politique, ne pouvaient guère l'assister. L'un de ses frères avait essayé de se rendre au château de Gesualdo. Carlo ne l'avait pas laissé entrer. Éléonore demeurait une prisonnière, bien qu'elle fût formellement duchesse. Pendant ce temps, Carlo sombrait. Sa chute n'était pas soudaine, mais progressive, comme une marée basse qui dévoile le fond, pierre après pierre, coquille après coquille, jusqu'à ne laisser que la roche nue. Les chroniqueurs décrivent ces dernières années de manière fragmentaire, comme s'ils regardaient dans la chambre d'un malade à travers un trou de serrure, puis détournaient rapidement les yeux. Un des palefreniers, dont le témoignage a été conservé, racontait que le prince passait des heures dans la salle sombre du château, sans allumer de bougie, parlant tout seul ou à quelqu'un que lui seul pouvait voir. Un autre serviteur mentionnait que Carlo avait complètement cessé de sortir du château, même pour aller à l'église qu'il avait lui-même construite à quelques centaines de pas des portes. Les musiciens qui vivaient à la cour jouaient pour lui pendant des heures, parfois le même madrigal, 10 ou 15 fois de suite, jusqu'à ce que le prince agite la main pour leur permettre de s'arrêter. Parfois, il s'asseyait lui-même au clavecin et jouait, mais plus souvent, il se contentait d'écouter, les yeux fermés, et son visage, selon les dires d'un témoin, exprimait une souffrance indescriptible, mais tellement évidente que tous détournaient le regard. Il avait engagé 10 jeunes hommes. Leur seule tâche était de le frapper 3 fois par jour. Ce n'est pas une exagération, ni une légende. Ce fait a été documenté dans plusieurs sources indépendantes, y compris l'Encyclopédie Britannica. Ses propres serviteurs devenaient ses bourreaux, à sa demande. L'un d'eux, selon un détail particulièrement sombre rapporté par les historiens, avait été engagé uniquement pour frapper le prince pendant qu'il répondait à ses besoins naturels. Car Carlo souffrait de graves constipations et croyait que les coups l'aidaient. Nous ne savons pas ce qui le motivait. Un sentiment de culpabilité pour le meurtre de Maria? Une punition pour les péchés qu'il s'était lui-même infligés? Ou était-il simplement en train de sombrer dans la folie, lentement, inéluctablement, comme un château qui s'effondre de l'intérieur alors que ses murs sont encore debout? En plus des violences, il y avait d'autres rituels. Selon les témoignages des serviteurs, Carlo invitait périodiquement des moines itinérants au château, non pas pour la messe, mais pour discuter du péché et de la rédemption. Ces échanges pouvaient durer des heures. Le prince assaillait les prêtres de questions sur la nature du purgatoire, sur la durée pendant laquelle une âme demeurait dans les flammes, sur la possibilité de mériter le pardon pour le sang versé. Ces réponses, apparemment, ne semblaient pas le satisfaire. Après chacune de ces discussions, il regagnait le clavecin et se mettait à jouer, parfois jusqu'à l'aube. Certains historiens avancent que Carlo pratiquait des rituels occultes. Dans le château, on retrouvait des bougies disposées en cercle, des bouquets de plantes liés par un fil noir, ainsi que des dessins évoquant des cartes astrologiques. Était-il croyant en la magie, ou utilisait-il ces rituels comme un moyen de faire taire cette voix intérieure qui le tourmentait? Nous ne le savons pas. Le château gardait ses mystères derrière des murs épais de 2 mètres, et la plupart d'entre eux s'en allèrent avec Carlo dans la tombe, laquelle fut ensuite recouverte par un tremblement de terre. Les serviteurs ayant vécu dans le château pendant les dernières années laissèrent des témoignages fragmentaires mais évocateurs. L'un d'eux relatait que Carlo pouvait passer des heures à contempler la vallée depuis une fenêtre, tout en agitant les doigts, comme s'il jouait sur un instrument invisible. Un autre mentionnait que le prince s'adressait aux portraits accrochés au mur, s'adressant à des personnes décédées depuis longtemps.
Le troisième, le plus effrayant, décrivit comment, une nuit, Carlo sortit dans la cour du château, vêtu seulement d'une chemise, pieds nus, dans le froid de novembre, et y demeura jusqu'au matin, regardant les étoiles. Lorsque les serviteurs tentèrent de le ramener à l'intérieur, il les repoussa en disant qu'il attendait un signe. Quel signe? Il ne le précisa pas. C'est précisément durant ces années, celles des violences, des rituels occultes, de l'isolement et de la lente folie, que Carlo Gesualdo composa la musique qui immortaliserait son nom, le 5e et le 6e livre de madrigaux. Et c'est ici que commence ce qui mérite non pas une seule vidéo, mais une véritable série. Pour comprendre ce que Gesualdo a accompli dans ses derniers madrigaux, il est nécessaire de faire un instant un pas en arrière et d'expliquer comment fonctionnait la musique au XVIe siècle. Le madrigal est une œuvre vocale pour 3 à 6 voix sans accompagnement instrumental. Les textes étaient écrits en italien, en langue maternelle, d'où le nom, dérivé du mot latin signifiant « mère ». Les madrigaux étaient de la musique profane. Ils parlaient d'amour, de nature, de souffrance, de beauté. Parmi les textes que Gesualdo a mis en musique, figuraient des poèmes du grand Torquato Tasso, poète qui, d'ailleurs, avait été présent à la cour de Gesualdo et avait écrit des vers sur le meurtre même de Maria d'Avalos. Le monde musical du madrigal obéissait à certaines règles: harmonie modale, conduite de voix fluides, contrepoint où les voix s'entrelacent de manière belle et prévisible. Bien sûr, il existait des compositeurs expérimentateurs, comme Luzzasco ou Nicola Vicentino, qui, un siècle avant Gesualdo, avaient créé l'archicembalo, un clavecin avec 31 touches par octave, chacune étant séparée de la suivante par un quart de ton. Mais même dans ce contexte, ce que Gesualdo a réalisé était d'une portée extraordinaire. Dans ses 2 derniers livres de madrigaux, publiés en 1611, Carlo employa un langage chromatique qui ne sera pas reproduit dans la musique européenne avant la fin du XIXe siècle. 300 ans. Entre Gesualdo et le prochain compositeur qui osera manier l'harmonie de cette manière, se dresse un gouffre de 3 siècles, dont le fond est occupé par Bach, Mozart, Beethoven, tous ces grands classiques qui écrivaient selon les règles. Carlo Gesualdo a révolutionné la musique de son époque avec ses compositions audacieuses. Ces madrigaux se caractérisent par des sections où des passages lents et douloureusement chromatiques s'alternent avec des segments rapides et diatoniques. Les paroles sont intimement liées à la musique. Chaque mot reçoit une attention particulière, chaque syllabe acquiert sa propre couleur harmonique. Certains des fragments chromatiques intègrent toutes les 12 notes de la gamme chromatique au sein d'une même phrase, dispersées entre différentes voix. Gesualdo avait une passion pour les relations chromatiques de tierces. Il associait par exemple les accords de La majeur et de Fa majeur, ou, ce qui était totalement inimaginable à son époque, Do dièse majeur et La mineur. Une telle audace à l'époque équivaudrait à ce qu'un artiste du XVIe siècle peigne une œuvre abstraite. De plus, des chercheurs contemporains, notamment l'auteur d'une thèse intitulée « Modalité et chromatisme dans les madrigaux de Don Carlo Gesualdo » de l'université de Leeds, ont démontré que Gesualdo utilisait un système de tétracordes chromatiques, des figures descendantes à 4 sons, séparées par des intervalles de ton-ton, semi-ton, remontant à la théorie musicale de la Grèce antique. Il ne s'agissait pas simplement d'expérimentations aléatoires. Il s'appuyait sur une base théorique qui avait des racines dans l'Antiquité, tirant des conclusions que d'autres n'avaient pas envisagées ou n'avaient pas osé envisager. Son langage chromatique ne relève pas du caprice ni d'un esprit troublé. C'est un système fondé sur la connaissance, appliqué avec une témérité que seul un homme n'ayant rien à perdre peut se permettre. Au cours de sa vie, Gesualdo a composé plus de 150 madrigaux, publiés en 7 livres, dont le 6e est sorti après sa mort. Il a également créé 2 recueils de motets et un volume de répons. Ses éditeurs comprenaient Gardanne, Baldini, Costantino Vitali et même sa propre imprimerie de cour, dirigée par G.G. Carlin. Pour un prince du XVIe siècle, posséder une imprimerie était un luxe incroyable. Mais pour Carlo, qui vivait exclusivement pour la musique,
C'était une nécessité. Il souhaitait contrôler chaque aspect de la publication, de la disposition des notes sur la page jusqu'à la qualité du papier. Son madrigal le plus célèbre est « Mourant malheureux de mes tourments ». Le texte est d'une simplicité presque primitive. « Mourant malheureux de mes tourments, et celui qui peut me donner la vie, hélas, me tue et ne veut pas m'aider. » Cependant, la musique que Gesualdo a écrite pour ces mots semble venir d'une autre dimension. L'œuvre s'ouvre sur une séquence chromatique, où les accords de Do dièse majeur et de La mineur se heurtent frontalement, comme si deux mondes qui n'auraient jamais dû se rencontrer se percutent. Le musicologue contemporain Alex Ross, dans un article pour le magazine The New Yorker, a noté « Si Gesualdo n'avait pas commis de telles actions choquantes, nous prêterions peut-être moins d'attention à sa musique. » C'est une réflexion sévère, mais juste. La biographie et la musique de Gesualdo sont indissociables. Non pas parce qu'il a consciemment injecté sa culpabilité dans ses notes, mais parce que l'auditeur, conscient de son histoire, ne peut percevoir ces dissonances sans penser au couteau, au sang, à la porte défoncée. Il est paradoxal de constater, comme l'affirment des musicologues sérieux et non seulement des amateurs de sensations, que la musique de Gesualdo ne se résume pas à un simple délire mis sur partition. Au contraire, elle constitue un système élaboré, d'une précision mathématique. Vincenzo Giustiniani, l'un des critiques musicaux italiens les plus influents à la fin du XVIe siècle et au début du XVIIe siècle, a salué dans son analyse de la musique italienne la capacité de Gesualdo à composer des madrigaux riches en ingéniosité et en contrepoints raffinés. Le terme « ingéniosité » est ici crucial. Ce n'est pas folie, ni chaos, encore moins le délire d'un fou. C'est de l'ingéniosité, un savoir-faire, un calcul. Cet homme, qui engageait des personnes pour le frapper, s'asseyait à sa table, prenait une plume et construisait des structures sonores d'une telle complexité que les musicologues du XXIe siècle continuent à les analyser, découvrant sans cesse de nouvelles couches. L'ensemble Art florissant, dirigé par Paul Agnew, qui a interprété l'ensemble des 6 livres de madrigaux pendant 3 saisons, a formulé cela ainsi. Gesualdo suivait une logique de compositeur et a contribué à étendre et à pousser à l'extrême les possibilités d'expression musicale. Il était parfois perçu comme un fou, perdu dans ses excès, mais en réalité, il était un artiste parfaitement conscient de ses actes. Il ne brisait pas les règles par hasard. Il les transgressait de manière systématique, avec une précision d'horloger ou de tueur. Entre le 5e et le 6e livre de madrigaux et ses premières publications, il existe un fossé non seulement de 15 ans, mais d'une vie entière. Les premiers livres témoignent d'un compositeur en apprentissage, en quête d'expérimentation et de son identité musicale. Les derniers, quant à eux, révèlent un homme qui a trouvé sa voie, et celle-ci s'est avérée être un cri. Pourtant, ce cri est soumis à une architecture rigoureuse, organisée en formes qui intègrent autant de puissance intellectuelle que d'émotion. Comme l'a décrit un auteur ayant écrit sur Gesualdo, c'est une douleur incarnée dans le son. En plus de ses madrigaux, Gesualdo a également composé de la musique sacrée. Son œuvre religieuse principale est Les Répons de la Semaine Sainte, des compositions vocales pour le Jeudi Saint, le Vendredi Saint et le Samedi Saint. 27 répons, 9 pour chacun des 3 jours, forment un cycle cohérent, où la musique suit le texte biblique qui décrit les souffrances et la mort du Christ. Ce n'est pas une musique spirituelle abstraite, c'est une chronique de l'exécution, où chaque mot, trahi, crucifié, mort, trouve une incarnation sonore dépourvue de consolation. Lorsque le texte évoque la trahison de Judas, la musique plonge dans un cluster chromatique. Lors de la description du moment de la mort, les voix se figent sur une dissonance qui ne se résout pas, suspendue dans l'air, comme une question sans réponse. Les réponses sont moins sauvages que les madrigaux, mais portent néanmoins une empreinte distincte d'angoisse. Comparé aux chefs-d'œuvre spirituels clairs et élevés de ses contemporains, comme Palestrina ou Vittoria, les répons de Gesualdo résonnent comme la prière d'un homme incertain de son pardon.
comme s'il n'écrivait pas pour Dieu, mais pour un tribunal qui prononcera un verdict, et il sait d'avance quel sera ce jugement. Il y a un détail qui rend les répons encore plus personnels. Dans le texte de la Grande Vendredi, on trouve les mots « Jésus, ayant poussé un grand cri, rendit l'esprit ». Gesualdo a mis ces paroles en musique, où le cri, un cri musical au sens littéral, est suivi d'un silence mortel. L'homme qui, un jour, est retourné dans sa chambre pour s'assurer que ses victimes étaient mortes, a composé une musique sur le dernier soupir de Dieu. Est-ce une coïncidence, un calcul, ou simplement le travail d'un compositeur qui sait à quoi ressemble la mort, car il l'a vécu de près? Ces répons ont été publiés en l'an 1611, en même temps que ses dernières œuvres madrigales. Tout ce qu'il devait écrire, il l'a réalisé en quelques années, enfermé dans un château où il était quotidiennement battu à sa propre demande. Il y a un autre détail qui transforme cette histoire d'une simple horreur en quelque chose de véritablement symbolique. En l'an 1609, 4 ans avant sa mort, Carlo a commandé à l'artiste florentin Giovanni Balducci un hôtel pour sa chapelle privée Santa Maria delle Grazie, dans le village de Gesualdo. Le tableau s'appelle « Le pardon de Gesualdo » et il est immense, presque 5 mètres de haut, 3 mètres de large. On y voit Carlo lui-même, agenouillé, dans le coin inférieur gauche. Il est soutenu par son défunt oncle, le cardinal Carlo Borromeo, déjà canonisé à ce moment-là. En face, dans le coin inférieur droit, Eleonora d'Este. Entre eux, planant au-dessus des flammes du purgatoire, se trouve leur fils décédé, Alphonse, sous les traits d'un ange. En dessous, se trouvent les âmes souffrant dans le feu. Parmi elles, selon les chercheurs, se trouve aussi Maria d'Avalos. Carlo a commandé ce tableau, sur lequel lui-même, son oncle saint décédé et son enfant mort demandent ensemble pardon à Christ. Parmi les saints présents sur la toile se trouve Marie-Magdalène, la patronne du repentir, Sainte Catherine de Sienne, protectrice contre la passion dévorante, Saint François, incarnation de l'humilité, Saint Dominique, représentant du savoir, et l'archange Michel, le principal adversaire du diable. Ce choix n'est pas fortuit. Carlo, ou celui qui l'a aidé à élaborer le programme iconographique, a construit une véritable ligne de défense entre lui et l'enfer. Le repentir, la protection contre la passion, l'humilité, le savoir, la victoire sur le mal. Chaque saint représente un rempart contre un péché spécifique. Chacun est un avocat silencieux dans le tribunal que Carlo attendait après sa mort. Ce tableau n'est pas un simple ornement, c'est un document juridique, rédigé pour Dieu. Selon le musicologue Glenn Watkins, ce tableau est le seul portrait authentique de Gesualdo. Et c'est le portrait d'un homme qui essaie d'acheter son salut, par l'art, l'architecture et la prière. Le portrait d'un homme qui avait peur. Peur non pas du jugement des hommes. Celui-ci l'avait déjà absous. Il craignait le jugement d'un tribunal dont il ne pouvait pas se racheter par des titres et des relations. En l'an 1611, 2 ans avant sa mort, ses dernières œuvres madrigales et répons ont été publiées. Selon une source, ces répons ont été composés spécialement pour être joués dans la chapelle privée sous ce même tableau, Le Pardon. Carlo était assis devant cette toile de 5 mètres où il était agenouillé devant le Christ, écoutant la musique qu'il avait écrite sur les souffrances de la Semaine Sainte. Il est difficile d'imaginer une scène plus sombre, plus précise et plus douloureuse. Chaque soir, il jouait sa propre rédemption à travers la peinture, la musique et la prière. Et chaque matin, il se réveillait dans le même château, entouré par les mêmes serviteurs qui étaient aussi ses bourreaux, avec les mêmes souvenirs qui le hantaient. Rien ne changeait. Le pardon ne venait pas. Carlo avait consacré une partie considérable de sa fortune à des actes de pénitence religieuse. Il avait fondé des couvents dominicains et capucins. Il avait érigé 2 églises. Il rassemblait avec une ferveur presque maniaque les reliques de son oncle saint. Et sa correspondance témoigne de lettres où il demandait des morceaux de reliques avec une telle désespérance
qu'on en venait à se sentir mal à l'aise pour un homme capable de tout se permettre. Selon l'historien de l'art William Shadon, Gesualdo cherchait à affirmer son pouvoir sur son destin, dans lequel il se battait avec la question fondamentale. Peut-on acheter son chemin vers le paradis par des actes de piété artistique? La réponse que l'histoire fournit est non. Pourtant, Carlo persista jusqu'à la fin. L'église Santa Maria delle Grazie, construite sur ses ordres au pied du château, devint son projet de pénitence le plus important. Il y investit des sommes colossales. Des autels en marbre, des fresques, des dorures, un orgue qu'il avait commandé à Naples. C'est pour cette église que fut peint le tableau de l'autel « Le pardon de Gesualdo ». Et c'est ici que ses répons devaient résonner, non pas dans une salle de concert, ni à la cour, mais dans le temple où il s'agenouillait, implorant ce qu'il ne pouvait obtenir des hommes. Le couvent capucin qu'il avait fondé à proximité abritait des dizaines de moines à ses frais. Carlo leur rendait visite régulièrement et, selon les témoignages, demandait qu'il prie pour son âme. Pas une fois, ni deux, mais constamment, chaque jour, comme si les prières étaient une monnaie qu'il pouvait accumuler. Il distribuait également une généreuse aumône aux pauvres. Mais même dans la charité, selon les historiens, c'était la peur qui le motivait, plutôt qu'un véritable altruisme. Chaque ducat offert à un mendiant était une pièce jetée dans un puits, au fond duquel, selon ses calculs, se trouvait le salut. Et la fin arriva. Le 8 septembre 1613, selon d'autres sources, le 10, Carlo Gesualdo, prince de Venosa et comte de Conza, mourut dans son château. Il avait 47 ans. À peine 3 semaines plus tôt, son fils aîné, Emanuele, était décédé. Celui-là même issu de son premier mariage avec Maria d'Avalos. 2 fils, l'un de sa femme victime, l'autre de sa femme souffrante, avaient quitté ce monde avant leur père. Les titres, les terres, les châteaux. Tout ce pourquoi les familles aristocratiques tuaient, se mariaient et trahissaient, restait sans héritier. La lignée des Gesualdo, qui avait perduré pendant 1 siècle et demi, s'éteignait. Les derniers jours de Carlo, selon les témoignages, furent passés dans une immobilité totale. Il ne pouvait plus se lever de son lit, ne pouvait plus jouer, ne pouvait même plus écouter de la musique. Le bruit lui causait une douleur physique. Les musiciens qui avaient vécu au château pendant des décennies partirent un à un. Les partitions restaient sur le bureau, recouvertes de poussière. Les bougies n'étaient pas allumées. Carlo demandait l'obscurité. Il avait refusé le dernier sacrement, ou peut-être le prêtre n'avait-il pas pu emprunter les routes de montagne. Les sources divergent. L'homme qui a dépensé une fortune pour des églises et des monastères est décédé sans avoir eu droit à une prière d'adieu. Cet individu, qui avait commandé une toile de 5 mètres représentant son salut, s'est évanoui dans l'inconnu qu'il redoutait tant. À ses côtés se trouvaient des serviteurs, et peut-être même ces jeunes gens qu'il avait engagés pour le frapper. Pourtant, à la fin, les coups avaient cessé, car il n'y avait plus personne à frapper, seulement un corps vide. Éléonore n'était pas présente. Bien qu'ils aient formellement été mariés, elle vivait déjà séparément depuis longtemps. Ses amis faisaient défaut. Carlo avait systématiquement repoussé tous ceux qui tentaient de s'approcher de lui. Il n'avait pas d'élèves non plus. Contrairement à la plupart des compositeurs, il n'avait pas fondé d'école et n'avait laissé aucun disciple. Sa musique n'avait personne à qui la transmettre. Il avait composé pour un château et pour le vide. Et comme tout le monde le sait, le vide ne retient rien. La conservatoire de Potenza, située près de sa ville natale de Venosa, porte son nom. Conservatoire de musique Carlo Gesualdo da Venosa. Cela ne s'est produit qu'au XXe siècle, lorsque le monde a enfin reconnu le compositeur qui avait 3 siècles d'avance sur son temps. De son vivant, Carlo n'avait ni gloire ni reconnaissance en dehors d'un cercle restreint d'aristocrates mélomanes. La société napolitaine se souvenait de lui comme d'un meurtrier. Le monde musical se souvenait de lui comme d'un original. Et tous deux l'oublièrent simultanément dès son décès. Après sa mort, il tomba dans l'oubli pendant plus de 3 siècles.
Les partitions prenaient la poussière dans les bibliothèques. Les compositions passaient de collectionneur à collectionneur comme des curiosités, mais pas comme de la musique vivante. Au XVIIe siècle, le madrigal, en tant que genre, s'éteignait. L'opéra et l'oratorio, des formes baroques nécessitant des orchestres et des scènes, prenaient le relais, remplaçant les 5 voix dans une pièce. La musique de Gesualdo, déjà difficile à interpréter et peu familière à l'oreille, ne trouvait pas sa place dans cette nouvelle époque. Elle n'était ni jouée, ni rééditée, ni discutée. Le nom de Gesualdo n'émergeait que comme une anecdote. Cet Italien prince qui a tué sa femme et composait une musique étrange. Au XVIIIe siècle, alors que la science musicale commençait à systématiser l'histoire, Gesualdo fut classé parmi les marginaux. Ses chromatismes étaient perçus comme des erreurs et ses dissonances comme de la mauvaise goût. Un théoricien qualifia ces harmonies de « monstrueuses ». Un autre les décrivit comme des déviations douloureuses de la norme. Le monde l'oublia aussi rapidement qu'il s'était détourné de lui après le meurtre. Ce n'est qu'au XXe siècle, lorsque la musique elle-même avait traversé des dissonances, de l'atonalité et du sérialisme, que l'on comprit que Gesualdo n'avait pas commis d'erreur. Il était simplement arrivé trop tôt, avant que le monde ne soit prêt à l'entendre. Le corps de Carlo fut inhumé dans la chapelle de Saint-Ignace à l'église de Gesù Nuovo à Naples. En 1688, un tremblement de terre détruisit son tombeau, et lors de la reconstruction de l'église, celui-ci fut scellé. Le compositeur repose quelque part sous le sol du temple, l'emplacement exact de sa sépulture restant inconnu. Il ne reste qu'une plaque commémorative. Cet homme, qui de son vivant avait commandé des retables de 5 mètres pour garantir son pardon dans les cieux, se retrouve après sa mort dans une tombe anonyme sous les pieds des croyants. L'église de Gesù Nuovo se trouve sur une place qui porte aujourd'hui le même nom, en plein cœur de Naples historique, à 15 minutes à pied du Palazzo San Severo, là où tout a commencé. Les touristes qui empruntent ce chemin chaque jour ignorent qu'un homme repose sous leurs pieds, l'auteur de la musique la plus étrange et troublante de la Renaissance. Il n'y a aucun signe, aucun monument, seulement une plaque accrochée au mur qu'il passe sans même la lire. Éléonore, d'ailleurs, a survécu à cet homme pendant 24 années. Bien que le testament de Carlo stipulait qu'elle conserverait ses titres et sa rente à condition de vivre dans le château de Gesualdo, elle a immédiatement quitté pour Modène. Pas un jour de plus. Elle a abandonné ses titres, sa rente et tout ce qui l'attachait à ce château, à ses murs, à la mémoire de cet homme qui l'a tourmentée pendant 20 ans. On peut seulement imaginer ce qu'elle a ressenti lorsque les portes du château se sont fermées derrière elle pour la dernière fois. Mais il est probable que cela ait été un soulagement si intense qu'il frôlait la douleur. À Modène, elle a mené une vie tranquille, discrète, protégée par des membres de la famille d'Este. C'est là qu'elle est morte en 1637, enfin libérée de son mari, qui la maltraitait, la frappait et la gardait près de lui par principe plutôt que par affection. Et c'est ici, après 3 siècles d'oubli, de silence et d'indifférence, qu'un 3e acte inattendu commence. Un acte dans lequel le compositeur décédé du château montagneux se révélera plus nécessaire et important qu'il ne l'était de son vivant. Un acte où ses partitions, poussiéreuses, oubliées, destinées à être jetées, reprendront la parole. En 1926, 2 Anglais, Cecil Gray et Peter Warlock, publièrent un ouvrage sur Gesualdo, la première étude sérieuse de sa vie et de sa musique en 3 siècles. Le livre portait simplement le titre « Carlo Gesualdo, prince de Venosa, musicien et meurtrier ». Et déjà dans le titre se trouvait ce dualisme qui hante Gesualdo jusqu'à aujourd'hui. Musicien et meurtrier. Pas musicien malgré le meurtre, pas meurtrier qui s'est accidentellement retrouvé musicien, mais bel et bien et. Une conjonction qui place les 2 aspects côte à côte sans tenter d'en choisir un. Gray et Warlock furent les premiers à essayer d'aborder la musique de Gesualdo sérieusement, sans exagération romantique ni dégoût que lui vouaient les théoriciens de la musique des XVIIIe et XIXe siècles. Ils publièrent des partitions, analysèrent les harmonies et reconstituèrent sa biographie à partir de sources primaires.
Le monde réentendit alors ce qui avait été oublié. Cependant, la véritable résurrection eut lieu 30 ans plus tard, lorsque les partitions de Gesualdo tombèrent entre les mains d'Igor Stravinsky. À ce moment-là, Stravinsky, l'un des compositeurs les plus influents du XXe siècle, était dans la dernière phase de sa carrière. Il s'orientait vers le sérialisme et la musique sacrée, s'intéressant de plus en plus à la dodécaphonie de Schoenberg. Et c'est alors qu'il découvrit les partitions de Gesualdo, et il en resta bouche bée. Stravinsky commença à réécrire à la main les madrigaux de Gesualdo, les uns après les autres, s'immergeant de plus en plus dans des harmonies qui avaient 400 ans, mais qui résonnaient comme si elles avaient été composées la veille. Selon Robert Kraft, Stravinsky travaillait avec les partitions de Gesualdo comme d'autres lisent des romans policiers. Il ne pouvait s'arrêter. Il prenait la partition avant de dormir et se réveillait avec elle. Il affirmait que chaque nouveau madrigal était pour lui une révélation, non pas parce qu'il reconnaissait quelque chose de familier, mais parce qu'il découvrait quelque chose d'impossible. Le compositeur du XVIe siècle réalisait des œuvres auxquelles Schoenberg n'accéderait qu'au XXe siècle. Et il le faisait de manière supérieure, car sa musique était belle. En 1959, il reçut des photocopies de parties vocales incomplètes des œuvres spirituelles perdues de Gesualdo et rétablit les voix manquantes, non pas en tant que restaurateur, mais comme co-auteur. Robert Kraft, son assistant, écrivit dans la préface « Stravinsky ne cherchait pas à reconstruire. Il recomposa l'ensemble en fonction de ses voix ajoutées. Et le résultat n'était pas un pur Gesualdo, mais un mélange de deux compositeurs. » En 1960, Stravinsky termina une œuvre qui devint son hommage personnel à Gesualdo. Monument pour Gesualdo. Une orchestration du madrigal « Beauté, puisque tu pars », dans laquelle la musique vieille de 400 ans résonna avec de nouvelles sonorités, tout en conservant cette beauté inquiétante et unique. Stravinsky ouvrit les vannes. D'autres le suivirent. En 1993, Alfred Schnittke composa l'opéra Gesualdo, où l'histoire du meurtre servit de fondement à une drame musicale. En 1996, Franz Hummel créa sa propre version. Salvatore Schiarino arrangea les madrigaux pour un ensemble instrumental. Le compositeur de jazz italien Corrado Guarino sortit en 1998 un disque avec des arrangements jazz des madrigaux de la première, quatrième et sixième livre. Le compositeur mexicain-britannique Hilda Paredes adapta 3 madrigaux du sixième livre pour contre-ténor et quatuor à cordes. La première eut lieu à Tokyo en 2012. La musique d'un homme mort dans l'isolement de châteaux de montagne résonna dans des salles de concert de Naples à Tokyo, de Paris à New York. Il lui fallut 400 ans pour enfin être entendu. La littérature musicologique actuelle regorge de références à Gesualdo comme à un créateur de harmonies et mélodies à la fois intellectuels et audacieux, ainsi qu'un transgresseur progressif des règles musicales, semblable à aucun autre, jusqu'à Wagner à la fin du XIXe siècle. Cette formulation provient d'un article sur le portail Naples, vie, mort et miracle, et elle décrit parfaitement l'essence de la question. Entre Gesualdo et Wagner, il s'écoule environ 280 ans. Entre Gesualdo et Schoenberg, qui détruisit définitivement le système tonal, il y a un peu plus de 300 ans. Un homme ayant vécu à une époque où Shakespeare n'avait encore que commencé à écrire ses premières pièces, créa une musique qui résonne comme une bande sonore du XXe siècle. Ce n'est pas une métaphore. Les enregistrements des madrigaux de Gesualdo, s'ils sont diffusés sans avertissement, sont souvent pris pour de la musique contemporaine. Les dissonances, les changements soudains de tempo, les collisions d'accords qui ne devraient pas se côtoyer, tout cela laisse l'impression de quelque chose de nouveau, d'avant-garde, écrit hier. Pourtant, cette musique fut composée dans un château où l'auteur était quotidiennement battu à sa propre demande. Cependant, toutes les critiques n'étaient pas élogieuses. Le musicologue Richard Croker, auteur d'une histoire de la musique, a évoqué les « dangers du madrigal » qui se sont révélés dans les œuvres de Gesualdo. Les passages rapides en gamme s'alternaient de manière grotesque avec une déclamation lente et solennelle.
ou avec des épisodes douloureusement chromatiques dans lesquels les harmonies se succédaient de manière incroyable. Crocker a qualifié la musique de Gesualdo d'extrême, mais non novatrice. Cette opinion peut être contestée, et les musicologues le font, mais elle nous rappelle que la perception de Gesualdo demeure ambiguë. Pour certains, il est un visionnaire, ayant devancé son temps de 3 siècles. Pour d'autres, il est un maniériste talentueux, mais tourmenté, qui a poussé à l'absurde des tendances déjà présentes dans la musique de son époque. La vérité, comme souvent, se situe quelque part entre les deux, mais penche davantage vers la première perspective, et voici pourquoi. Ce que Crocker qualifie d'extrême continue de résonner avec fraîcheur, même après plus de 4 siècles. Une musique qui ne serait qu'une extrême aurait depuis longtemps cessé d'étonner. Dans la petite ville de Gesualdo, située dans la province d'Avellino, un festival est organisé chaque année pour célébrer l'anniversaire du prince. Dans l'église Santa Maria delle Grazie, où est suspendu l'autel Le Pardon de Gesualdo, une fresque vivante de 5 mètres est érigée. Les habitants prennent les poses des personnages représentés sur la toile. Le prince Carlo, sa femme Eleonora, leur fils Ange décédé, les âmes en purgatoire. Tout cela prend vie pendant quelques heures. La tradition locale affirme que le sentiment de honte et de culpabilité pour le meurtre que ressentait Don Gesualdo était si intense qu'il a engendré sa musique incroyable. Les habitants de la ville le disent avec une fierté qui peut sembler étrange. Ils sont fiers de leur meurtrier. Le château de Gesualdo est aujourd'hui propriété municipale. Il a survécu au tremblement de terre de 1980 qui a détruit la moitié de l'Irpinie et causé la mort de près de 3000 personnes. Mais il a tenu bon. Ses murs de 2 mètres d'épaisseur, derrière lesquels Carlo se cachait du monde, se sont révélés plus solides que tout ce qui a été construit après lui. Le château a été partiellement restauré et des concerts y sont organisés, bien sûr, ceux des madrigaux de Gesualdo. L'acoustique des salles médiévales, avec leurs voûtes en pierre qui renvoient à chaque harmonie, crée un effet que l'on ne peut reproduire dans une salle de concert moderne. Les auditeurs ayant assisté à ces concerts décrivent une sensation de présence. La musique, écrite dans ces murs 4 siècles plus tôt, semble se souvenir de son lieu de naissance et résonne ici différemment, plus dure, plus proche, plus douloureuse. Peut-être est-ce une fantaisie, peut-être pas, mais le fait demeure. Au cours des 20 dernières années, l'intérêt pour Gesualdo a tellement augmenté qu'il existe aujourd'hui plus d'enregistrements de ses madrigaux que de nombreux compositeurs canoniques de la Renaissance. Des ensembles spécialisés dans la musique ancienne, tels que Guillaume de Machaut de Paris, Stile Antico de Londres, la Compagnia del Madrigale d'Italie, incluent ces madrigaux dans leur programme comme une obligation. Quelque chose dans cette musique captive ceux qui n'ont jamais visité le château et n'ont jamais entendu parler de Maria d'Avalos. Quelque chose qui dépasse la biographie et fonctionne comme un son pur, sans contexte, sans histoire, sans sang. Mais est-ce si simple? Peut-on réduire la relation entre le meurtre et la musique à la formule « la culpabilité engendre le génie » ? Les historiens de la musique débattent de cette question depuis un siècle, et il n'existe pas de réponse unique. Certains, comme Alex Ross, affirment que la biographie sensationnelle est indissociable de l'attention portée à la musique. Nous entendons davantage parce que nous en savons plus. D'autres, tels que Catherine Deutsch, auteure d'une étude sur la perception des madrigaux de Gesualdo au début du XVIIe siècle, soutiennent que son chromatisme s'est développé en fonction des tendances musicales de son époque et n'était pas le produit d'un traumatisme psychologique. Le 3e livre de madrigaux, composé à Ferrare, présente déjà des changements harmoniques radicaux. Et à Ferrare, Carlo était encore relativement stable, entouré de collègues et absorbé par son travail, plutôt que par l'autoflagellation. Il est également vrai que son premier maître, Pomponio Nenna, qui, par un ironique retournement du destin, a hérité d'une partie substantielle de la fortune de Fabrizio Carafa, a par la suite adopté le style de Gesualdo, ce qui indique que le langage traumatique était une tendance et non la simple manie d'un fou. Ce débat sur la source de l'art est aussi ancien que le monde. Nous posons cette question à propos de Caravage,
de Dostoïevski, de Wagner ou de tout artiste dont la biographie contient des ondes d'ombre. Nous cherchons une explication à la génialité qui soit à la fois logique et dramatique. Il a tué, et c'est pourquoi il a entendu des sons que personne d'autre n'entendait. Une belle formule. Mais la vérité est sans doute plus complexe. Gesualdo était un génie avant son acte criminel. Il avait étudié auprès des meilleurs, il écoutait la musique la plus avancée d'Europe, il disposait de ressources dont d'autres compositeurs ne pouvaient que rêver. Une imprimerie à lui, un ensemble musical personnel, un temps libre infini qui n'avait pas besoin d'être consacré à la survie. Le meurtre ne l'a pas transformé en génie, cependant, il a peut-être fait de lui le génie spécifique qu'il est devenu. Cela l'a isolé du monde et l'a laissé face à sa propre voix intérieure. Une voix qui, comme il s'est avéré, résonnait différemment de celle des autres. D'un autre côté, les 4 premiers livres de Madrigal sont expérimentaux, audacieux, mais restent reconnaissables comme étant de la Renaissance. Les 5e et 6e livres constituent quelque chose de totalement différent. C'est une musique où le mot « mort » résonne comme un coup de couteau et le mot « amour » comme le gémissement d'un blessé. Entre ces deux périodes s'étendent 15 années durant lesquelles Carlo a perdu un fils, a poussé sa femme dans ses derniers retranchements, a engagé des bourreaux et a plongé si profondément dans les ténèbres de sa propre psyché qu'il n'y avait plus de retour possible. Il est impossible d'écouter le madrigal « Je meurs malheureux » sans penser à l'homme qui a écrit ces notes dans un château où 10 hommes le battaient chaque jour. On ne peut ignorer que les sous chromatiques, de do dièse majeur à la mineure, résonnent avec la même force que le coup qui a brisé la porte de sa chambre au palais San Severo. La musique de Gesualdo ne soulève pas la question « qu'est-ce qui a influencé ?», mais plutôt « comment se fait-il que la musique la plus avancée de la Renaissance ait été composée par un homme qui a détruit tout ce qu'il a touché, y compris lui-même ?» Peut-être que la réponse réside précisément là. Gesualdo n'était pas un génie, en dépit de son côté sombre. Il était un génie parce que son côté sombre lui a donné accès à un territoire où aucun compositeur chanceux de son époque n'aurait pu pénétrer. Palestrina composait de la musique pour Dieu, une musique pure, claire et parfaite. Vittoria écrivait pour l'Église. Lassus composait pour la cour. Monteverdi s'adressait au public. Gesualdo, quant à lui, écrivait pour lui-même, pour les murs de son château, qui avait entendu les cris de sa femme, de ses 2 femmes. Pour les nuits où le sommeil le fuyait, pour ses mains, empreintes de sang et d'encre à la fois. Sa musique n'est pas une confession, elle est trop mathématique, trop précise pour cela. C'est plutôt un examen de l'âme en décomposition, mais qui continue de fonctionner, avec une précision troublante. À Naples, une légende perdure encore aujourd'hui. On raconte que, les nuits de pleine lune, sur la place San Domenico Maggiore, apparaît le fantôme d'une femme en tenue légère, les cheveux dénoués, à la recherche de son bien-aimé. Il s'agit de Maria d'Avalos, ou plutôt de ce qu'il en reste, dans la mémoire d'une ville qui, il y a 400 ans, a vu son corps mutilé aux portes du palais. La place San Domenico Maggiore est le cœur du vieux Naples. Des ruelles étroites, des palais médiévaux, l'odeur du café et des pâtes frites, du linge suspendu entre les fenêtres. Pendant la journée, les touristes et les étudiants y créent une animation. On y vend des pizzas et des souvenirs. La vie s'y déploie comme elle ne peut le faire qu'à Naples, bruyante, sans cérémonie, avec éclat. Mais la nuit, lorsque la place se vide et que les lampadaires projettent des ombres sur les murs de pierre, les habitants évitent de traîner près du Palazzo San Severo. Ils affirment que l'esprit de Maria ne fait de mal à personne et ne fait pas peur. Elle erre simplement, cherche, ne trouve pas et disparaît à l'aube. Parfois, disent-ils, on peut entendre un son, pas une voix, mais quelque chose qui ressemble à une phrase musicale, un fragment de mélodie qui s'interrompt à la minuit. Bien sûr, il s'agit de folklore urbain, rien de plus,
Mais à Naples, le folklore et la réalité sont si étroitement entremêlés qu'il n'est pas toujours possible de distinguer l'un de l'autre. D'autant plus lorsqu'il s'agit d'un meurtre dont la ville se souvient depuis plus de 4 siècles. En 1889, une aile du Palazzo San Severo s'est effondrée, celle-là même qui contenait la chambre à coucher. Les habitants affirment que cela a libéré l'esprit de Maria. Torquato Tasso, grand poète et ami de la maison de Gesualdo, a écrit des vers en son honneur. Pleurez grâce, pleurez amour, devant les trophées de la mort et la proie cruelle du beau couple que l'envie nous a enlevés. Tasso connaissait Carlo et Maria. Il avait été à la cour de Gesualdo et il écrivait des poèmes que Carlo mettait ensuite en musique. Le poète a pleuré la victime. Le compositeur meurtrier a transformé sa souffrance en notes. Et la ville a retenu les deux, et elle n'a pas l'intention d'oublier. Vous vous souvenez de cette porte avec laquelle nous avons commencé? La porte brisée de la chambre de Maria au Palazzo San Severo, par laquelle Carlo est entré armé d'un poignard. Voici une autre porte, celle du château de Gesualdo, qui s'est refermée sur lui en 1590 et derrière laquelle il a passé le reste de sa vie. Une porte a laissé entrer le meurtrier, l'autre a enfermé le génie. Et il y a une troisième porte, dont nous n'avons pas parlé, la porte de l'église Santa Maria delle Grazie, devant l'autel de laquelle il s'est agenouillé, regardant la peinture où il s'est lui-même représenté en train de demander pardon. 3 portes. 3 seuils. 3 versions de même homme. Celui qui a tué, celui qui a créé, celui qui a prié. Aucune de ces versions ne peut être considérée comme complète sans les autres. Il était possible d'en omettre une sans perdre l'intégralité de l'œuvre. Peut-être que c'est là toute l'essence de Carlo Gesualdo. Il a passé sa vie entre ces portes, toutes menant vers l'obscurité. La seule différence réside dans le fait qu'à travers l'une d'elles se trouvent le sang et les os, à travers une autre, des notes qui résonnent encore comme aucune musique du XVIe siècle ne devrait le faire, et derrière la troisième, une bougie qui s'éteint devant une image, ainsi qu'une prière à laquelle personne n'a répondu. Ces notes renferment tout, un couteau, un cri, le silence, le repentir. Et il y a également une précision mathématique absolue et parfaite de la folie. Avez-vous déjà écrit dans les commentaires quelle musique classique vous a fait trembler d'émotion? Si ce n'est pas le cas, c'est le moment idéal pour le faire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater des nouvelles vidéos. Nous commençons à peine à explorer les histoires cachées derrière les notes.